Ok, nous on est dans la région de Vaudreuil-Soulanges, c'est une région d'à peu près 2800 unités thermiques, sauf cette année où on était à 2500, 2650 plutôt. On est en bio depuis 24 ans, puis les cultures des couvertures ou les engrais verts, c'était pour nous un passage obligé. Les types de sols, argile lourde, on a des argiles qui vont jusqu'à 68% d'argile avec 25% de limon. Et on a aussi des endroits où on a 60% de sable avec 20% d'argile. Donc on a à peu près toutes sortes de sols. On a 600 hectares aussi, on ne laboure pas. On était sur Billon avant de faire du bio. Donc on a continué d'utiliser cette technique-là. Donc c'est du travail minimum de sol. En culture principale qu'on a, ben, maïs, blé, blé de printemps, parce que le blé d'hiver, on a toujours de la misère avec. Souvent ça gèle. Et puis sur 5 années, on en ramasse 2 ou 3 années. Soya et tournesol. Ça fait 23 ans qu'on fait des essais de culture de couverture, puis je veux dire, avec l'avancée qui se fait en ce moment, c'est vraiment très intéressant parce que je trouve que l'agriculture change énormément en 10 ans et je pense que c'est notre futur aussi. Les essais qu'on a fait, on a fait de la veste commune, on fait des trèfles, on fait des luzernes, des pois fourragers et de l'avoine principalement. Excusez, on recule. Ok, là, en fait, ce qu'on m'a demandé, c'est de vous donner les résultats un peu de ce qu'on avait, ce qu'on a remarqué au champ. Donc, principalement, on fait trèfle et luzerne. Donc, on fait un semé on a notre blé de printemps qui est semé le plus tôt possible. Et avant la levée du blé, on va aller avec un peigne équipé d'un semoir, on va aller semer soit un trèfle, soit des luzernes. C'est toujours pour précéder le maïs, parce que chez nous, le maïs, il y a zéro azote. On ne met pas d'azote en tant que tel, on ne met pas de fumier dans nos maïs. Donc on fait notre semis, le principe c'est ça, c'est un semis de blé, un coup de peigne en prélevé, après ça il y a la récolte du blé. Ici j'oublie, non il y a rajouté, il y a un broyage, un scalpage du trèfle en novembre, et puis après ça on revient au printemps avec 2 faux semis, puis on va ressemer notre maïs là-dessus. Les quantités, c'était à peu près un 8 kg à l'hectare. Jusqu'ici, on faisait un mélange de 5 kg de trèfle rouge d'une coupe et 3 kg de trèfle blanc. Pourquoi d'une coupe? C'est parce que le trèfle rouge, dans les terres plus légères, si on va avec du 2 coupes, il y a des années, il est très agressif, puis à la récolte, on peut avoir des problèmes parce qu'il se trouve à la même hauteur que la grappe, que l'épi de blé. Donc, c'est des problèmes de battage, alors que une coupe ne vient pas en fleur la première année. Dans les coûts, cette année, un trèfle, c'est à peu près autour de 65 $ l'hectare. Les luzernes annuelles, j'ai mis les anciens coûts, je n'ai pas vérifié cette année, mais quand on faisait la luzerne annuelle, c'était autour de 110 $ l'hectare. Ça fait qu'ici, vous voyez, ça c'est notre fameux peigne avec le semoir à l'arrière. C'est tout des trucs homemade, c'est un vieux semoir qu'on a bâti nous-mêmes. Ça marche très bien. Il y a quelques années où on n'a pas pu semer nos trèfles, mais c'était souvent parce que c'était trop humide au printemps. Vous savez, cette année, on a eu 3 jours semé du blé, puis après il s'est mis à pleuvoir tout le temps. Là. Ça fait que ça, c'est des cas où on a des misères à implanter notre trèfle parce qu'on doit passer, mais on n'a jamais semé notre trèfle dans le semoir en même temps. Pour une bonne raison, c'est qu'on n'est pas équipé pour ça. Puis qu'on pense aussi que le petit coup de peigne, s'il y a quelques herbes à poux qui commencent à germer, on va aussi les contrôler. Je parlais du scalper pour détruire nos trèfles. Le scalper, en fait, c'est une patte d'oie qui va passer. On travaille, ça c'est à l'automne, donc le trèfle, on parlait au mois de novembre, on va avoir un trèfle où on va passer juste cet appareil-là qui va couper à peu près à 2-3 pouces de profondeur. Et puis on va juste laisser ça comme ça pour l'automne. Au printemps, ce qui arrive, dans les terres légères, je dirais qu'on a un contrôle d'à peu près 80-85%. Dans les argiles, c'est quasiment 100%. Après, avec 2 faux semis, on est capable de contrôler le reste et puis d'être capable de semer notre maïs. Ici, c'est un petit vidéo, je ne sais pas quand il va démarrer. C'est notre fameux scalper. Ça fait que vous voyez, il y a un disque à l'avant, il y a une patte derrière. Les disques, c'est obligatoire pour pas que ça bourre. Ça, c'est du trèfle. Il y avait déjà gelé le trèfle, il avait commencé à ralentir. Et puis ça, vous voyez le travail que ça fait. Donc, c'est pas très exigeant en énergie. Puis derrière, il y a une espèce de rouleau avec des pics qui mélange un petit peu plus la terre. C'est ça qui sert à tenir le niveau aussi, la profondeur de travail dans la machine.
Donc ça fait pas un retournement complet de la terre, il reste quand même beaucoup de biomasse au-dessus. On n'a pas beaucoup d'érosion dans ces champs-là aussi, c'est quand même assez stable. Et puis normalement la profondeur, on essaye, comme je dis, dans 2-3 pouces maximum. Si on veut aller moins creux, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dès qu'il y a un petit trou dans le sol, ben, le trèfle n'est pas scalpé, puis il va y repousser beaucoup plus facilement. C'est mes débuts de cinéaste, alors désolé, c'est pas parfait. Deuxième carrière. Ouais, c'est ça. Ça va me prendre des cours. Ça, c'est les résultats. Ça fait que, comme je disais, depuis 2005, en fait, on a arrêté de mettre du fumier, ou on en met de temps en temps si en fin de saison, on voit qu'il nous reste du fumier. Le fumier, en fait, chez nous, on le met juste après le soya pour le blé, pour avoir de la protéine dans le blé. C'est la seule place où on le met. S'il nous reste un voyage de fumier qui était en trop, ben on va le mettre dans du maïs, puis ça nous permet aussi de faire des comparatifs, là. Mais à force de comparer, on a arrêté parce qu'on se dit, ben, de toute façon, ça marche notre système. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le 11% d'écart, c'est le 11% qu'on a toujours remarqué à peu près dans nos champs. Le plus qu'on avait, c'était à peu près 800 kg d'augmentation de rendement en mettant du fumier. Donc, du maïs bio, ça vaut quand même peut-être le coup parce que le maïs se vend cher, mais si le maïs était à 200 $ la tonne, ça ne vaudrait pas le coup de mettre du fumier pour cette augmentation-là. Fait que là, vous voyez, au début, on essayait avec des luzernes. On essayait avec des luzernes annuelles, et puis si vous regardez les 3 premières lignes, donc 2005, 2006, 2007, blé, luzerne, les rendements étaient toujours plus hauts. Ça fait que ça me chicotait un peu. Après, on est parti sur des trèfles, blé trèfle, puis les rendements baissaient. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre, la luzerne était peut-être meilleure. Mais dans les premières années, j'avais aussi fait des comparatifs côte à côte, luzerne et trèfle. Puis c'était toujours le trèfle qui gagnait. Ça fait que, est-ce que, d'après moi, c'était lié aux années plutôt qu'aux conditions climatiques, plus qu'autre chose. Ça fait qu'après, j'ai repris ces fameux essais-là en blé trèfle et blé luzerne côte à côte pour reconfirmer qu'en fait, le trèfle était supérieur à la luzerne. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse aussi quand vous parliez de pois fourragés. Si on peut comparer aux cultures conventionnelles, moi je dirais que des pois fourragés, c'est du nitrate, alors que le trèfle, ce serait plutôt comparable à de l'urée. Parce que le trèfle, au printemps, il prend plus de temps, en tout cas dans ce qu'on peut remarquer. Le trèfle a l'air de se décomposer moins vite au printemps. Déjà, on le coupe, il est plus avancé, et il prend plus de temps à libérer son azote. C'est tout des rendements en bio, là, puis c'est toujours des rendements plein champ. C'est pas juste des bandes de 6 mètres par 100 mètres, c'est des hectares complets. Ça fait que c'est ça, comme je vous disais. Alors, si on regarde, là, c'est des essais avec les. J'avais fait les biomasses aussi dans ces champs-là. Grosso modo, on peut prendre les moyennes qui sont les lignes du bas. La moyenne luzerne fumier, c'était 8 tonnes 6. On avait la luzerne sans fumier, 8 tonnes. Après, trèfle fumier, 8 tonnes 45 et trèfle sans fumier, 8 tonnes 3. Donc, vous voyez, ça se tient tous à peu près pareil. Mais je ne suis pas prêt à dire que ma luzerne est mieux que mon trèfle. Et la luzerne est plus chère aussi à acheter que la luzerne annuelle, c'est beaucoup plus cher à acheter. Pourquoi on prenait de la luzerne annuelle? C'est que l'avantage, c'est qu'au printemps, elle est morte. Elle est complètement détruite. Alors que le trèfle, au printemps, il peut repousser. Et ça, c'est plus un problème au niveau de la destruction. Si on voulait aller sur un travail minimum, mettons un SMIC direct, on sait presque mieux que des luzernes parce qu'au moins au printemps, elle va toute être morte. Là. Mais sinon, le trèfle est moins cher et il fait la job aussi. On a un problème aussi, ça je ne vous le cacherai pas, c'est que quand on diminue le travail du sol en biologique, le problème c'est les vivaces. Donc nous, un des gros problèmes qu'on a, c'est le chardon. Les laitrons, beaucoup moins, mais principalement les chardons. Et c'est de trouver des techniques pour arriver à contrôler ces chardons-là. Si on n'avait pas ce problème-là, probablement qu'il y en aurait un autre qui apparaîtrait. Mais celui-là, c'est notre problème principal pour l'instant, c'est notre point d'interrogation. Alors aussi, ce qui est intéressant, ce qui est bizarre, c'est qu'au printemps, un retour de trèfle, la structure est vraiment bizarre. La structure du sol, c'est comme des petits carrés de, je dirais, d'1 cm par 1 cm. C'est très structuré, mais c'est aussi très stable et c'est difficile de faire un bolide de semences. Quand on veut avoir un bon contact avec la graine, c'est beaucoup moins intéressant que quand on a un pois. Un pois fourragé, ça fait une terre à jardin vraiment très très fine, la germination est facile. Les mauvaises herbes germent plus facilement aussi parce que le contact sol-graine est plus facile. Alors que dans nos trèfles, on a plus une structure un peu granulée, donc les mauvaises herbes germent un petit peu moins égales
Et est-ce que c'est un problème? On vit avec, mais c'est juste une constatation quand même que je voulais vous mettre. Les trèfles de coupe, je vous en ai déjà parlé. Un trèfle de coupe, le problème, c'est qu'il y a il y a 2 années où on a eu des trèfles de coupe qui ont poussé très vite. On était même équipé avec une andaineuse pour faucher le blé. On s'est équipé à cause de ça. Parce qu'on avait du trèfle qui était haut comme ça, aussi haut que le blé, puis on avait beaucoup de misère. Les batteuses, c'est pas toutes des ensileuses. C'est le reproche qu'on m'a fait parce qu'un vendeur de batteuses, il y a 3 vendeurs de batteuses qui sont venus, puis on les a mis dans le même champ, puis il y en a qu'un, il a dit c'est avec une ensileuse que j'aurais dû venir, puis il a bloqué sa machine bout à bout. Il n'a pas aimé ça du tout. Il était tout fier, hein, une grosse belle machine super puissante. Moi j'avais ma vieille caisse qui continue à tourner dans le champ, ça faisait la job. Mais l'autre elle a jamais là, ils y ont passé une demi-journée à la nettoyer. Ok, le trèfle aussi, c'est un des problèmes aussi d'instaurer un trèfle, c'est la sécheresse au printemps. Si on sème notre blé qui se met à faire très sec, souvent le trèfle il va commencer à démarrer, puis après il va se faire ramasser parce qu'il ne sera pas enraciné assez creux, puis on va le perdre, surtout dans nos argiles. Ça fait que quand ça ne marche pas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un semis de pois. Mettons, si on a un trèfle qui est très erratique, on va semer des pois fourragés directement là-dedans avec un semoir conventionnel, c'est même pas un semoir à semis direct. Là. Et ça marche quand même assez bien aussi. Ça fait que ça, c'est notre plan B, c'est les pois fourragés, justement. Je pense que ces pois fourragés, tout le monde connaît ça maintenant depuis quelques années. Là. Si le trèfle est absent ou si on l'a raté ou si on veut changer un peu nos rotations puis qu'on n'avait pas mis de trèfle, ben, c'est vraiment le plan qu'on peut utiliser. Ce qu'on fait souvent, c'est que soit si vous avez du trèfle, on le sème direct. Si on n'a pas de trèfle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déchaumer notre blé. Donc on va donner un coup de roulette pour travailler un 0,3 pouces à peu près. Ça va déjà arrêter un peu les vivaces. Et puis après ça, on va semer nos pois. Vous verrez que nos taux de semis sont quand même assez élevés. C'est un semis qui se fait plus ou moins à la volée parce que c'est un semoir un peu comme dans l'Ouest canadien. Propulsé, on jette la graine à l'air. Normalement, c'est sous les pattes. Et nous, si on laisse sous les pattes, c'est qu'il y a plein de tuyaux. Puis souvent, les mottes de terre vont arracher les tuyaux parce qu'on sème un peu plus, on travaille un peu plus creux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cracher le grain en l'air et puis c'est renterré en tombant sur le grubber. Et ça, on le détruit au printemps avec le... Oh, excusez, on le détruit à l'automne, mais c'est une destruction très légère en fait. J'ai mis des vidéos pour les agriculteurs aussi parce que je trouve ça le fun. Des tracteurs, là, parce que... ça, j'ai pas trouvé les machines récentes, mais en fait, le principe, c'est un bac d'engrais où c'est un bac où il y a 2 compartiments. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut mettre avoine pois si on veut. On peut mélanger puis régler les taux de semis comme on veut dedans. Ça, c'est quand même pratique. Puis derrière, c'est une espèce de gros cultivateur avec des dents en C qui est très robuste. En fait, c'est des dents qui résistent à 800 kg par dent, ce qui est beaucoup. Et là, vous voyez tous les tuyaux parce qu'on sème avec les tuyaux, mais c'était dans du soya, un retour de soya. Mais on peut aussi tout en propulser dans l'air, puis ça retombe, et puis derrière, il y a un rouleau qui va retasser ça. Ça marche quand même bien. Je veux dire, peut-être qu'on pourrait diminuer notre taux de semis, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'avec le fameux grubber, on peut travailler un peu plus creux, puis contrôler un peu les chardons, au moins les arrêter, pour qu'ils fassent de la réserve dans leurs racines à l'automne. Et ça, c'est la destruction du pois. Alors, quand je vous dis que c'est vraiment très superficiel, vous voyez, c'est le lemken, mais on coupe. En fait, l'idée, c'est juste de couper les pois. C'est pas de les enterrer, c'est de les couper parce qu'au printemps, s'ils sont trop longs, souvent, ça devient haut comme ça. Dans un cultivateur, là, ça fait pas une belle job. Ça va bourrer au bout de 20 mètres, puis vous allez sacrer. Ça fait que là, on passe ça à l'automne. C'est vraiment très, très superficiel. Ça prend pas énormément de puissance. On passe assez vite. On roule à 10-12 km/h. Et c'est vraiment que couper. Puis vous voyez, il y a quand même une bonne protection du sol parce qu'il ne reste que des résidus en surface. Alors, les résultats de poids, oui, il y a des chiffres intéressants là-dedans. C'est plusieurs essais qu'on avait fait avec des biomasses. Là. Les biomasses, vous les regardez, ce que je voudrais faire attention, vous faire remarquer surtout, c'est les dates de semis. C'est la même année, ça. Regardez, on a semé le 6 août, on a sorti 3,7 tonnes à l'hectare de biomasse. Après ça, on est revenu, et là c'est intéressant parce qu'entre le 16 et 20 août, c'est des champs qui sont côte à côte, là. Et entre le 16 et 20 août, il y a eu juste une pluie qui nous a obligés d'arrêter, on n'a pas pu continuer de semer. Et regardez la différence des biomasses, il y a 1 tonne de différence, ce qui est phénoménal. Là. Et... C'est comme ça. Hein? Ah, mais ouais, non. Ouais, c'est ça, ça fait
je veux dire, c'est pas le temps d'aller jouer au golf quand il faut semer ces affaires-là, parce qu'un week-end, là, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de biomasse, c'est phénoménal ça. Et puis je pense que on suit la batteuse, puis dès que la batteuse est passée, l'idéal, c'est le coup d'échauffage en fait, et puis semer vos engrais verts le plus tôt possible. Il n'y a pas de place à attendre là-dedans. Maintenant, les rendements, vous voyez, ce qui est bizarre aussi dans tout notre système, c'est que il y a des années, on a des très faibles biomasses, on a des gros rendements, on peut avoir des très grosses biomasses et pas de rendement. Il y a autre chose qu'on ne comprend pas dans tout ce cycle-là, et puis il existe, puis je pense que c'est tout le système vivant qui est compliqué à comprendre. Moi, j'ai déjà vu des champs à faire 10 tonnes de maïs avec quasiment pas de biomasse. Puis ma meilleure biomasse pesée en laboratoire, c'était 320 unités d'azote. Et je n'ai pas ramassé de maïs parce que les vers gris ont tout bouffé le champ. Ça fait que c'est des extrêmes, là. Puis maintenant, on ne s'en fait plus réellement. Si la biomasse n'est pas si forte que ça n'empêche pas qu'on va semer un maïs quand même. Ça ne va pas être un frein à empêcher une rotation de maïs. Et comme je disais, la date de semis, c'est très important. C'est pas le temps de niaiser là-dessus. Passer le 1er septembre, moi je dis les 5 minutes, c'est correct, largement. 5 minutes. Oui, non, c'est ça, même s'il y a peu de biomasse, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça marche pareil. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on fait ça depuis plusieurs années qu'il y a une accumulation dans le sol? Je ne sais pas, c'est un peu comme le semi-direct. On dit un semi-direct, les premières années sont compliquées, puis après ça marche tout seul. Mais c'est d'arriver à la phase où ça marche tout seul. C'est ça la question que j'ai. Libération plus rapide que dans le trèfle pour les pois, ça c'est clair qu'il y a une différence. Fait qu'en conclusion, dans nos 5 dernières années, nos rendements sur toute la ferme, c'est 8 tonnes 4 à l'hectare de maïs. C'est du maïs bio, ce n'est pas les rendements que vous sortez en conventionnel. Je vois que j'ai des amis en conventionnel qui sortent des 12, 13, 14 tonnes. Là. Mais je peux vous dire que c'est très viable pareil. Nous, en plus, ce 8 tonnes 4 là, et je veux dire, on a les limites des mauvaises herbes, parce qu'en bio, il y a plus de mauvaises herbes, donc c'est inclus là, dans le package. La concurrence des chardons, toutes ces années, toutes ces facteurs-là sont inclus dans notre 8 tonnes 4. Le deuxième facteur limitant, c'est vraiment la température, la chaleur et l'humidité du sol. Une année de sécheresse, là, c'est clair que tout le travail des bactéries et tout dans le sol, là, ça s'arrête là. Ça tombe en dormance, puis il n'y a plus grand-chose qui bouge. Donc, est-ce que c'est plus limitant qu'en conventionnel? J'ai l'impression que oui. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vos maïs conventionnels, qui n'est pas en bio, vont démarrer un peu plus vite que nos maïs bio, parce que justement, il y a tout ce réchauffement. Là, on a eu un printemps froid, ça prend du temps, puis c'est plus compliqué et tout. Alors, des années comme cette année, on a une perte de rendement de 10% à cause de sol, parce que le printemps a traîné, puis que la machine biologique ne marchait pas totalement. Ça fait que j'ai voulu vous mettre aussi un petit, si on considère le côté énergétique de l'azote. Moi, on m'avait demandé évaluer combien d'azote c'est, combien ça peut ramener d'azote. Je ne peux pas vous dire combien ça peut ramener d'azote, je peux vous dire combien ça ramène de maïs, par contre, ça je le sais. Maintenant, si vous êtes capable de me dire combien ça prend d'azote pour faire du maïs, je pense que d'une année à l'autre, ça change tellement que personne ne le sait réellement. Donc en fait, l'idée, c'est de partir avec, au début, un engrais vert, puis d'arriver à regarder les rendements que vous avez, puis c'est ça votre réponse. J'ai assumé quand même, quand on faisait du conventionnel, il y a 24 ans maintenant, on mettait à peu près ça, 150 unités d'azote, puis notre rendement était aussi à peu près de 8 tonnes et demie. Et puis quand on regarde qu'est-ce que ça prend en fuel équivalent, en diesel équivalent, cette fertilisation-là, c'est quand même 400 litres de diesel. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie. Donc si on remplace ça par un engrais vert, on dit il y a déjà 400 litres de diesel qu'on enlève de notre rotation, qui est quand même assez considérable. Après ça, j'avais mis, c'est une vieille diapositive en laquelle j'ai appris, mais quand on parle d'herbicides et autres, le glyphosate, la matière active, c'est 12 litres par kilo de matière active aussi. Donc, quand on nous dit vous sarclez, ça prend beaucoup d'énergie. De fabriquer les herbicides, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Ça fait que c'est toutes des affaires où quand on regarde le bilan carbone de tout ce système-là, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, l'autre diapositive, je ne sais pas si on va voir. Je
sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur-là, Louis Crevant. C'est un gars qui a commencé à parler de transmutation biologique à faible énergie. C'est un peu flyé. Lui, il a dit, écoutez, dans la nature, il y a des choses qui arrivent, on ne les comprend pas. Et puis, on sait que le vivant est capable de changer une molécule en une autre. Ça fait que quand il a dit ça, tous les scientifiques ils sont tombés sur le dos. Ils disent ça va pas, c'est du nucléaire, ça prend des réactions à très très haute énergie et tout. Mais lui, c'était un spécialiste en nucléaire en plus, en passant, parce qu'il travaillait en France pour les problèmes au niveau des centrales nucléaires. Et il était payé par le gouvernement avec un budget discréditoire, donc personne ne savait trop ce qu'il faisait et tout. Il a toujours été un peu un outsider. Et c'est un drôle de bonhomme. Ça fait que j'ai fouillé et puis ça m'avait vraiment intéressé. Puis une des réactions, c'est le carbone qui appelle, en fait c'est 12 pour la masse moléculaire, l'oxygène 16. Et il disait, si on met du carbone, du carbone plus de l'oxygène, et vous additionnez les poids moléculaires, c'est l'équivalent à vos molécules de 2 molécules d'azote. Fait que moi, on me parle de carbone labile, j'ai dit carbone labile, qu'est-ce que ça fait dans le sol? On sait que quand il y a du carbone dans le sol, on a plus d'azote, d'après ce que je vois, de disponible. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ça pourrait être une réaction comme ça. Je dis bien ça pourrait être, parce qu'après ça, toute cette théorie-là a été détruite par l'industrie. Et par contre, elle a été reprise en 1998, les Russes ont refait des études là-dessus. En 2015, ils ont homologué une réaction à froid, une transmutation à froid, mais eux, ce n'était pas tout à fait dans le même but. Ils ont été capables d'enrichir de l'uranium avec des bactéries. Donc, ils ont dit, regardez, la bactérie, elle est capable d'aller chercher un électron d'un bord, puis l'envoyer de l'autre côté, puis de changer l'élément. Ce qui est vraiment intéressant dans toutes les transmutations, c'est que la potasse, le phosphore, toutes ces affaires-là, c'est tout combiné à partir d'éléments de base. Donc, ils disent, c'est pas des bactéries qu'il faudrait, c'est pas de l'engrais qu'il faudrait rajouter, c'est les engrais verts avec les micro-organismes qui sont capables de faire ces transformations-là. Donc, quand on parle de vie du sol, c'est les champignons, c'est les levures et c'est les bactéries. Et lui, il dit, si on est capable d'équilibrer tout ça, on va arriver à faire quelque chose qui a de l'allure. C'est juste une petite porte ouverte. Là, on m'a dit que si je parlais de ça, il n'y a plus personne qui m'invitera à faire une Mais non! Ça devient gnostique. Ben, merci beaucoup. Oui, On va attendre un petit minute. J'ai une question. Puis Geneviève, c'est toi. C'est comme un 2 dans 1. Dans le fond, avec le mélange trèfle rouge, une coupe et UIA, est-ce que où est-ce qu'elle est le plus haut, le trèfle, pareil, dans des années quand même humides? Est-ce que vous avez quand même eu du 12-13 pouces de hauteur de trèfle ou ça s'est toujours maintenu bas avec ce mélange-là? OK, on me demande la hauteur du trèfle quand on met un trèfle une coupe et du trèfle blanc une coupe et puis le trèfle blanc et le trèfle rouge une coupe. Ça n'a jamais réellement nui au battage. C'est la seule réponse que je pouvais. Ça vient à peu près à un pied maximum, peut-être 16 pouces, mais en général, on est capable de battre. Puis, est-ce qu'il y a un trèfle, parce que le blanc, en tout cas, je ne sais pas c'est lequel vous achetez, mais il est souvent plus cher que le rouge. Est-ce que vous êtes capable de voir s'il y a un trèfle qui se démarque plus que l'autre? Il y a des années, on a plus de blanc, il y a des années, on a plus de rouge, puis ça, c'est vraiment lié au climat. Il y a des années, le rouge va mieux démarrer, des années, le blanc va mieux démarrer. Mais quand tu as en tiré une conclusion, non, on met un mélange parce que le fait d'avoir de la diversité, ça aide à avoir une population plus égale. En tout cas, c'est notre impression. Merci beaucoup, Thomas. Merci.